Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vais vous faire une lecture, puisqu'on est à la veille des vacances. Je vais vous faire, comme autrefois, en classe, on faisait des lectures. Je vais vous faire une lecture parce que les metteurs en scène, on les connaît par leur spectacle, mais on ne les connaît pas tellement par leur répétition. Et on a peu de témoignages sur les répétitions. Mais Georges Banu avait eu l'idée, avec la revue Alternative théâtrale, de faire une enquête sur les répétitions des metteurs en scène. Et j'ai voulu confronter deux metteurs en scène différents, Bob Wilson, dont nous allons parler aujourd'hui, et d'autre part François Tanguy, directeur du théâtre du Radeau au Mans. Et vous allez voir le contraste qui fait qu'on ne sait pas très bien comment on fait du théâtre. En tout cas, on peut le faire de manière extrêmement différente. Il s'agit pour Bob Wilson des répétitions qui préparent l'opéra Oedipus Rex de Stravinsky. Il auditionne pour le chœur. Et voilà le témoignage de Sylvie Alquier, qui fait partie du chœur et qui donne ses souvenirs. Dès la fin de l'audition, Bob Wilson rassemble les personnes retenues et donne en bloc les consignes à suivre pour la durée du workshop. Dans un premier temps, il est très important pour lui que chacun soit concentré et s'imprègne le mieux possible de l'atmosphère qui règne dans la salle de répétition. La transition dehors-dedans doit être quasiment immédiate. Il faut rester ouvert et attentif au silence censé persister tant que l'action n'est pas exigée. Chacun doit être le plus neutre possible. Habillé de noir ou en sombre, pas de bijoux, pas de montre, les cheveux attachés et tirés pour dégager au maximum le visage, pas de maquillage voyant, mais il nous recommande d'être lumineux, léger, toujours souriant. Le front et les yeux bien ouverts. Sur le plateau, le poids du corps est toujours en avant, en attente, et prêt, jamais en position frontale face au public. Pour donner de l'intérêt à la marche, il faut mettre du relief dans les mains et les doigts pour qu'ils ressortent de la silhouette. Nous devons ne donner que 70% de nos possibilités pour permettre aux spectateurs une bonne lecture du mouvement. Ça, c'est essentiel chez Bob Wilson. Il ne faut surtout pas faire d'efforts. Il ne faut surtout pas s'affirmer, s'afficher. Il faut être en retrait, toujours en retrait. Donc, 70% de nos possibilités. Dernière indication, savoir et sentir que même en tournant le dos au public, la concentration doit être efficace et se manifester jusque derrière la tête et la nuque. Le regard doit être panoramique. Nous avons 48 heures pour nous préparer et nous pénétrer de ces conseils, et la période des répétitions, proprement dite, va commencer après ces 48 heures. Voilà donc un type de répétition qui s'engage, et dans un garage désaffecté du Mans, c'est le théâtre du Radeau, voilà comment on parle de la répétition. Au Radeau, ça va lentement. Sur le jeu de Faust, par exemple, on a travaillé 5 ou 6 mois. Mais il est difficile de dire quand les répétitions proprement dites ont commencé. C'est une troupe, on y est tout le temps. Il faut y passer beaucoup de temps. Avec une famille, ça pose beaucoup de problèmes. Pour travailler au Radeau, il faut y vivre. C'est pas la peine d'y être à moitié. On pouvait y dormir. Pour ceux qui en avaient envie, on pouvait venir le matin pour faire du chant, du piano. Il y avait toujours quelque chose à faire. Et puis, après le repas de midi, on débarrassait la table. On se trouvait tous assis autour, et pendant des heures. Dans une sorte de cuisine. Il pouvait se passer des heures sans qu'il y ait grand-chose qui se dise. Chacun pouvait parler de ce qu'il voulait, même si ça n'avait rien à voir avec le projet de spectacle. Pour le jeu de Faust, un des comédiens, qui était mathématicien,
avait beaucoup parlé des étoiles, du cosmos. A priori, ça n'avait rien à voir avec le projet. Mais en même temps, ça nous nourrissait. Évidemment, on avait lu le Faust de Goethe et celui de Marlowe, mais tout le monde pouvait proposer de lire autre chose. Il y avait beaucoup de livres de photos, de peintures, qui circulaient, on se les passait autour de la table. On parlait beaucoup, toujours de Kafka, évidemment, parce que l'univers de Tanguy est proche de ça. On avait parlé des 2 aides du château. Au bout de quelque temps, François Tanguy commençait dans une autre partie du garage à construire un semblant de décor. Pour une bonne partie, tout seul. Le matin, comme tout le monde faisait un peu de tout, il y avait un atelier de construction pour ceux qui voulaient. François travaillait pas mal la nuit. Il dormait souvent dans le décor ou devant. Quand on arrivait, il y avait des changements. Il construisait un semblant de lieu qui allait bien entendu évoluer par la suite, mais ça lui permettait déjà de rêver et nous, de nous mettre à répéter. Et repassons chez Bob Wilson. Le travail commence concrètement par un sitting devant le plateau. Bob Wilson s'installe avec tous ses assistants à des tables, en enfilade, face à la scène, dans une pénombre maximale. Après un instant de silence, il décide de travailler en premier lieu sur les lumières avec un technicien du théâtre du Châtelet qui opère avec lui pour la première fois. Il fait une sorte de test de la densité de lumière qu'il peut obtenir sur le cyclo. Un dialogue s'instaure entre les 2 personnes, surtout chiffrées, à propos de la puissance lumineuse qui passe graduellement de 0 à 100% avec de fréquents retours au blackout. Cet exercice technique nous paraît fort long, plus d'1 heure environ. Les mouvements et les déplacements sont créés devant nous. C'est Bob Wilson qui nous en fait la démonstration, ou bien qui nous les explique par la parole, brièvement, mais avec précision, sans en rajouter. Il utilise un vocabulaire très simple et répétitif. Stage left, à droite pour nous. Stage right, avance, recule, lève le bras gauche. Numéro 17, assieds-toi. Il s'exprime en anglais, au besoin traduit par son assistant, car Bob Wilson ne répète pas. C'est la même chose pour ces mouvements qui sont créés sous nos yeux d'un seul jet. On repasse au radeau. Le second temps de répétition, c'était longtemps après le début du travail. Passer de la table au plateau était très laborieux. On procédait par impro, mais on n'osait pas trop. On n'était pas sur des matières très définissables. On ne savait pas bien quoi faire. On travaillait souvent en grommelot. Ou bien on apprenait un bout du texte en allemand, Faust par exemple. On s'habillait en allant puiser dans les réserves, on tentait des bouts de machin dans l'espace. Ça pouvait durer très longtemps. Ça ne donnait pas toujours grand-chose. On avait du mal à se détacher de la table, même si on n'y disait pas grand-chose. Il y avait parfois un silence total pendant des heures. Chacun concentré sur son truc. On lisait des petits bouquins. Ça m'énervait, je trouvais qu'on perdait du temps. Mais j'ai compris par la suite que ça construisait quelque chose en commun. Le passage au plateau se faisait comme ça. Tout le monde n'y allait pas forcément. Certains pouvaient rester autour de la table dans la cuisine. Ça se faisait petit à petit. Il y en avait qui venaient regarder pendant très longtemps avant d'entrer sur le plateau. François laissait faire. Il regardait avant d'intervenir vraiment et de faire des propositions. Pour Fragment forain, il nous faisait improviser des choses à partir d'une scène ou d'une autre de Woyzeck. Ses propositions devenaient progressivement de plus en plus précises. Il travaillait la nuit dans le décor. Il le bougeait aussi pendant qu'on répétait pour voir ce que ça changeait. S'il avait besoin d'une porte, c'était facile, puisque le décor était en bois. Il prenait sa scie, il faisait une porte directement. Les décors étaient très bidouillés. Fil de fer et scotch. Ça ne plaisait pas toujours dans les théâtres où on passait. Et Wilson, si on peut terminer là-dessus, par exemple, Wilson, notre qualité première doit être de mémoriser rapidement ce qu'il montre, de le reproduire avec précision, sans en rajouter. Pour parfaire cette fidélité, tout ce qui se passe sur le plateau est enregistré, en particulier les moments où Bob Wilson est en mouvement, ce qui permet de visionner, si besoin est, dans les moindres détails, le parcours demandé. De plus, son assistant note tous les mouvements et déplacements sous forme de croquis et retravaille systématiquement avec chacun de nous pour affiner et préciser nos attitudes. Les techniciens effectuent aussi le marquage au sol de nos positions. Ces opérations sont facilitées par le fait que nous portons un numéro.
que Bob Wilson nous a attribuées dès le début, pour éviter de nous confondre, de nous repérer rapidement. Donc, quand on a besoin de nous, on nous appelle par ces numéros. D'ailleurs, nos noms et nos prénoms ne seront jamais prononcés sur le plateau. Il est vrai qu'aucune intimité ne s'établira entre les numéros en marche que nous sommes et Bob Wilson, qui ne se mêlera à nous ni aux heures de repas, ni pendant les pauses. Outre les moyens mis en œuvre pour la mémorisation, nous possédons chacun un carnet ou des fiches que nous portons en permanence et sur lesquelles nous notons le moindre de nos déplacements. Toutes les figures sont numérotées de 1 à 101. Et lors de la répétition finale, qui est l'aboutissement du workshop, chacun saura ce qu'il doit faire de mémoire ou aider par ses fiches, si besoin. Et je termine pour ce qui est du radeau. Il y avait des nez à disposition, des lunettes, un bric-à-brac de costumes et d'objets dans lesquels on allait piocher. Une fois, François avait acheté tout un stock de guêtres en cuir et les avait emportés, disant que ça serait bien qu'on s'en serve. Il y avait aussi des personnages qui revenaient, comme les anges ou les gros moustachus. Tanguy disait « Tiens, ce serait bien que tu te mettes en gros moustachu ». On pouvait prendre alors un grand pantalon, une grosse veste, on se mettait un oreiller pour faire un gros ventre, et puis un nez avec une moustache. C'est souvent François qui faisait le gros moustachu. Il dit qu'il a une tendresse pour les gros. Et voilà. Et après la première, le spectacle continue à se répéter, il changeait beaucoup, mais il faut dire que si on jouait chaque spectacle très longtemps, s'il n'y avait pas eu de date de première par des producteurs, à la limite, on n'aurait jamais fini de répéter. Alors d'un côté, c'est très passionnant. D'un côté, quelqu'un qui organise un plan de travail, et qui va faire sa mise en scène en fonction du plan qu'il a dans sa tête, plan qu'il a lui-même établi au départ en faisant une sorte de storyboard de ces différentes séquences, et il va les organiser, on peut dire, de manière comme un chef d'orchestre ou comme un chorégraphe, de manière extrêmement délimitée, précise. Et de l'autre côté, un metteur en scène qui ne pousse pas les gens à venir sur le plateau, mais qui presque les fait mijoter, enfin, ils parlent et ils attendent que les acteurs viennent les rejoindre. Donc, dans un cas, un travail de production, vraiment, travail de producteur. D'ailleurs, les producteurs sont dans l'œuvre. Time is money. Il faut vraiment produire. Ça coûte très cher. Et dans d'autres cas, une troupe pauvre qui a du temps et qui se donne cette richesse du temps pour essayer d'inventer doucement un autre type de théâtre. Alors, je rapproche ces deux théâtres parce qu'ils ne sont pas tout à fait contemporains. François Tanguy a rejoint la troupe du Radeau en 80, alors que nous savons bien que c'est en 71 que nous avons découvert le regard du sourd. Mais on peut dire que même s'il y a un écart de 10 ans, les deux théâtres se ressemblent parce qu'ils évacuent tous les deux la pièce écrite, ils évacuent l'action dramatique, ils évaluent la fable, ils évacuent tout ce qui correspond à l'art dramatique d'une manière générale, et il ne reste plus pour Wilson que l'espace et le temps. Et c'est ça qu'on va regarder maintenant, c'est comment il traite l'espace et le temps. Il a l'impression, il déteste le théâtre, Wilson. Il déteste le théâtre. Il déteste ce qu'il a vu du théâtre. D'abord, il était au Texas, à Waco, il n'y avait pas de théâtre. Au Texas, le théâtre est immoral, considéré comme immoral. C'est un univers très puritain, on ne va pas au théâtre. Le théâtre, c'est encore le péché. Donc, il y va jeune, mais ça ne lui plaît pas. C'est psychologique, c'est Tennessee Williams, ça ne l'intéresse pas. La femme ne l'intéresse pas. Il y a une sorte de détestation du théâtre. Et le paradoxe de la vocation de Robert Wilson, c'est qu'il est devenu un des piliers du théâtre contemporain par sa détestation même qu'il a fait évacuer d'un coup tout ce qui était l'art dramatique de son temps pour proposer une autre manière de voir le théâtre. Et c'est cela qui le rend très très à part, parce qu'on sent quand même une sorte de haine du théâtre, tout en étant évidemment devant un génie qui lui propose une autre manière de voir le théâtre. François Tanguy est un personnage plus secret, plus souterrain, et qui fait un travail que je trouve, moi, personnellement extraordinaire, on va en parler aussi, bien sûr. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est cette ouverture à l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver, on le laisse venir,
On le laisse arriver devant nous doucement, mais ce doucement n'est pas doucement puisque c'est 10 mois, 11 mois, 12 mois de répétition. Alors que Bob Wilson, c'est sur un type de 2 mois de répétition une année, 2 mois l'année suivante au maximum, 4 mois, ce qui est déjà énorme. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par le regard du sourd. Alors, évidemment, pour moi, je suis un petit peu contrit de parler de ça, parce que quand j'ai assisté au regard du sourd, moi-même démarrant une aventure de théâtrale et ayant une manière de voir le théâtre qui était la mienne, puisqu'on s'engageait dans un théâtre militant, théâtre de l'Aquarium, qui essayait de rendre compte de ce qui se passait dans la société française d'après 68, je ne pouvais pas très bien comprendre un théâtre aussi désengagé, d'une certaine manière, qu'était cette proposition, pourtant magnifique, du regard du sourd. Ce qui fait que ce qui se déroulait sous mes yeux, je le voyais, bien sûr, mais sans arriver à le saisir vraiment. Je restais immobile sur mon siège et je voyais cet enfant noir dans la salle. Vous savez que c'est un spectacle qui essaie de nous montrer les visions qu'aurait un enfant sourd-muet. Le regard du sourd, c'est ça, ce sourd, ce muet, a des visions et le théâtre va essayer de raconter ces visions. Voilà, c'est une sorte de... Bob Wilson avait travaillé avec des enfants handicapés, des enfants soit normaux, mais aussi des enfants handicapés, des enfants autistes. Et il ne fait pas du tout ça pour une thérapie, il déteste la thérapie. Au contraire, il était contre les thérapeutes. Là aussi, c'est toujours un homme d'opposition. Il s'approche des enfants handicapés, mais il est contre les thérapeutes officiels. Et au contraire, il essaie de prendre l'enfant handicapé comme un homme, enfin, il sent qu'il y a un monde à eux qu'il faut respecter. Il faut aller dans le sens de leur univers, ce qu'il en entend, ce qu'il comprend, ce qu'il reçoit. En tout cas, c'est une œuvre d'imagination, évidemment. Et il va faire défiler sur l'espace, du jardin à la cour, de la cour au jardin, des images que cet enfant sourd-muet est censé avoir dans la tête. Alors, le premier élément de cette dramaturgie, c'est la lenteur. C'est-à-dire que pour bien qu'on voit, il faut marcher très lentement. Il est contre un temps imposé par le théâtre. Le théâtre, évidemment, on le sait avec Shakespeare ou avec des tas d'autres pièces de théâtre, le théâtre saute, adore sauter d'un temps à l'autre, adore revenir en arrière, adore avancer. Voilà. Et le théâtre dicte sa loi. Puis en 10 minutes de scène, il s'est passé 1 heure, etc. Le théâtre va vite, en général. Eh bien, là, Bob Wilson va travailler avec le temps réel. Le temps réel. Le temps réel, qu'est-ce que c'est ? Il le dit lui-même, vous êtes dans la rue, vous regardez les nuages passer. Ils passent extrêmement lentement. Vous regardez une voiture passer, elle passe à sa vitesse. Vous regardez un piéton passer, il passe à sa vitesse. Vous regardez, je ne sais pas, tel ou tel déplacement d'un bicycliste, etc. Il a aussi sa vitesse. Donc, il y a la vitesse du monde qui est assez lente, c'est les nuages. Il y a la vitesse des êtres humains qui aussi est très lente, d'une certaine manière. Pourquoi précipiter ? Pourquoi gesticuler au théâtre ? Pourquoi faire une vitesse fausse, en gros ? Et ce que va faire Bob Wilson, c'est qu'il va d'abord se délimiter un temps. Il va dire, je fais un spectacle de 12 heures. Je fais un spectacle de 72 heures. Je fais un spectacle de 3 heures. Je fais un spectacle. Il se donne un temps. Et une fois qu'il s'est donné la règle du temps commence. Il ne se dit pas, je vais monter telle pièce. Non, je vais me faire un spectacle de tant d'heures. Voilà. Et il se donne des challenges, des défis. Et il imagine des durées. Donc, le regard du sourd durait 4 heures, je crois, à Paris. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu des versions plus longues. Voilà, il s'est donné 4 heures. Moi, c'est vrai qu'au bout de 2 heures, cette lenteur constante m'avait déstabilisé. Parce que je ne savais pas très bien où voulaient aller ces personnages. Je cherchais, finalement, j'étais prisonnier de l'image que j'avais du théâtre, je cherchais le théâtre que je connaissais. Et je crois que chacun a des lunettes. Et j'avais mes lunettes théâtrales, et donc elles ne correspondaient pas du tout à ce que je voyais. J'avais du mal à faire le saut. J'avais l'impression que ces personnages, qui marchaient lentement, suivaient leur ligne, leur direction, sans presser le pas. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas d'autre destin que de suivre leur destination.
Enfin, c'est ça qui m'embêtait. Je me disais, mais il marche, mais pourquoi? Pourquoi sortent-ils? Pourquoi entrent-ils? Il y avait une tortue, par exemple, qui avait passé de la cour au jardin. Une tortue mécanique, évidemment. Et cette tortue, elle était beaucoup plus lente qu'une tortue ordinaire, enfin une vraie tortue. Donc elle mettait 20 minutes à parcourir l'espace. Donc pendant 20 minutes, vous aviez une tortue qui passait. Vous aviez une chaise suspendue au cintre. Pareil, c'est peut-être 20 minutes pour descendre la chaise. Vous voyez, on était dans un univers extrêmement calibré et, encore une fois, minuté. Parce que ces longueurs-là étaient minutées. Ce n'étaient pas des longueurs pour faire longueur. C'était du temps réel. D'ailleurs, Wilson dit, pour moi, l'espace, c'est horizontal, le temps, c'est vertical. Il l'imagine comme ça, que ça vient du haut de l'univers et que ça va au fond de la Terre, et au contraire, l'espace, c'est comme le disque terrestre des anciens. Voilà. Donc moi, mon problème, c'était que j'étais dans une salle d'attente, j'attendais, et je ne savais pas quoi. Et j'aurais voulu aller plus vite qu'eux. Et finalement, au bout de 2 bonnes heures, eh bien, je suis parti. J'ai eu tort, puisque c'était un grand événement théâtral. Je regrette maintenant. J'aurais pu vous raconter la deuxième heure, les 2 dernières heures. Mais c'est vrai que j'ai été déconcerté, trop déconcerté. Je ne connaissais pas le propos ironique de John Cage, qui s'amusait justement à jouer avec l'ennui du public. Et il dit, si parmi vous, certains souhaitent arriver quelque part, qu'ils sortent quand ils veulent. Donc le quelque part, c'est vous qui créez votre quelque part, quoi. Et eux n'ont pas de quelque part. Eux, ils ont la poésie avec eux, et ils se laissent aller. Il y avait une véritable indifférence aussi du rapport au public et du rapport au spectacle. Ça a changé radicalement. Voilà une révolution, si vous voulez. Nous, à l'Aquarium, si je prends mes souvenirs personnels, on avait une hantise, c'est de ne pas avoir de public, parce qu'il n'y a pas de recette et la troupe ne marchait pas. Donc on avait un souci du public extrême. On voulait que ça plaise au public, en quelque sorte. Même si, voilà, on essayait de tendre la main au public. Là, il y a une indifférence du public. Lorsqu'on décide que le spectacle va durer 72 heures, on sait très bien que le public peut partir, et il est encouragé à partir. Il y a des bars à l'extérieur, on peut aller se rafraîchir. Quand on est fatigué, on peut partir et revenir après. On peut s'endormir. C'est permis, ça rentre dans le rapport du spectacle. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas fait, encore une fois, pour plaire à une audience ou même pour former un public. Il s'adresse à des individus séparés qui peuvent entrer et sortir séparément. Chacun vient puiser ce qu'il veut. Je vous dirais que moi, c'est ce qui me gêne peut-être le plus, c'est ce qu'il dit. Il dit, finalement, vous êtes comme dans un supermarché. C'est lui-même qui emploie cette expression. Vous prenez ce que vous voulez. Si rien ne vous tente, vous ne prenez rien. Si ça vous tente, vous prenez ce que vous voulez. Et donc, on est devant un choix, parce qu'il y a une profusion d'images, de mouvements, de déplacements. Il y a une grande profusion. Bien, prenez ce que vous voulez, prenez ce qui vous intéresse. La comparaison avec le supermarché me fait sursauter, d'autant plus que Bob Wilson avait une angoisse particulière enfant, c'était le supermarché. Il en avait parlé avec Heiner Müller, on lui a demandé « Enfant, de quoi as-tu eu peur ?» Et Heiner Müller lui a dit « C'est quand les nazis sont venus chercher mon père. » Voilà. Donc là, ça c'est la peur politique. Et lui a dit « Moi, c'est quand enfant, on m'a traîné dans un supermarché. » Alors je suis étonné qu'il emploie l'image du supermarché pour ce propre spectacle. Mais il le dit, il emploie vraiment cette expression, prenez ce que vous voulez. Ce qui nous laisse dans une sorte de libéralisme esthétique. On est là devant non pas quelque chose qui interprète à votre place, il n'y a aucune interprétation préalable, on vous laisse interpréter. Et si vous-même vous arrivez en donnant une interprétation, eh bien Bob Wilson répondra maybe, peut-être. Il ne dira pas que vous avez raison, il ne dira pas que vous avez tort. Si c'est votre interprétation, c'est la bonne. Alors, ce qui a lancé, on s'en souvient tous, ce qui a lancé le succès du Regard du sourd, c'est évidemment l'article d'Aragon dans les lettres françaises, lettre ouverte à André Breton sur le regard du sourd, l'art, la science et la liberté. Alors cette lettre ouverte a fait
a mis en émoi la communauté théâtrale française et en même temps a donné à Bob Wilson, Robert Wilson, un prestige incroyable dans le monde entier. Et de là est parti son mouvement théâtral qui n'a pas cessé puisqu'il vient de remporter un triomphe. Il est en train, je ne sais pas si c'est terminé, il est en train de remporter un triomphe au Théâtre de la Ville avec le Berliner Ensemble. Et on va parler justement de ces rapports entre Bob Wilson et Brecht. Voilà ce que dit Aragon. Donc, lettre ouverte à André Breton. Le miracle s'est produit. J'en ai fait un montage, elle est une très longue lettre, je vous donne l'essentiel. Le miracle s'est produit, celui que nous attendions, André, dont nous parlions. Te souviens-tu de cette promenade le long des Tuileries où tu m'as dit « Si jamais nous cessions de croire au miracle ». Le miracle s'est produit quand depuis longtemps j'avais cessé d'y croire. Ces jours-ci, dans un théâtre qui fut l'ancienne Gaîté Lyrique. Eh bien, c'est là précisément que s'est passé le miracle, le silence. La pièce qu'on jouait, mais était-ce une pièce? Et la jouait-on? Qui? S'appelait le regard du sourd. On y arrivait de l'enfer de Paris, du vacarme du boulevard Sébastopol, et tout d'un coup, on n'avait plus ou peu besoin de ses oreilles. Le monde d'un enfant sourd s'ouvrait à nous comme une bouche muette. Plus de 4 heures, nous allions habiter cet univers où, en l'absence des mots, des sons, 60 personnages n'auront de parole que bouger. Je veux te le dire tout de suite, André, parce que même si ceux-là qui ont inventé ce spectacle n'en savent rien, c'est pour toi qu'il le joue, pour toi, qu'il aurait aimé comme moi à la folie, car j'en suis fou. Écoute ce que je dis à ceux-là qui ont des oreilles, semble-t-il, pour ne pas entendre. Je n'ai jamais rien vu de plus beau en ce monde depuis que j'y suis né. Jamais, jamais, aucun spectacle n'est arrivé à la cheville de celui-ci. Parce qu'il est à la fois la vie éveillée et la vie aux yeux clos, la confusion qui se fait entre le monde de tous les jours et le monde de chaque nuit, la réalité mêlée au rêve, l'inexplicable de tout dans le regard du sourd. On n'a jamais vu une aussi belle critique, dite par un grand poète reconnu, pour saluer le début de ce regard du sourd. Et en même temps, il y a une cruauté, je crois, inconsciente d'Aragon, Aragon communiste, qui tout d'un coup fait passer à la trappe, c'est ça qui me frappe, un spectacle de 1954, parce qu'il dit il n'y a jamais eu de spectacle aussi beau, jamais, jamais. Or, nous savons tous qu'en 1954, l'apparition du Berliner Ensemble de Brecht a été un événement pour toute l'intelligentsia. Roland Barthes a qualifié ce spectacle d'un spectacle « Mère Courage et ses enfants ». Dans l'histoire du théâtre populaire, écrit Roland Barthes, n'a jamais cessé d'être le spectacle le plus important, un point d'ancrage, un épisode théâtral inépuisable, un objet de réflexion sans fin. Il y a des singularités plus singulières que d'autres, celles qui se révèlent exemplaires. Donc, à l'exemple de Brecht en 1954, s'oppose tout d'un coup, après 68, l'exemple de Bob Wilson, comme si l'un effaçait l'autre. Ça, c'est ça le théâtre. Hein. C'est ça le théâtre, c'est-à-dire que l'actualité l'emporte sur l'histoire, hein, très souvent. Voilà. Mais c'est quand même très étonnant qu'un poète communiste fasse passer à la trappe Brecht comme ça. Et regardez l'ironie de l'histoire, car à cette époque-là, jamais on n'aurait rapproché Brecht et Wilson, jamais. Et aujourd'hui, Wilson joue l'opéra de Katsu de Brecht. Donc, d'une certaine manière, l'histoire travaille. Et on n'aurait jamais pensé que Bob Wilson, à ce moment-là, qui faisait des spectacles muets, qui faisait des spectacles de 12, 15 heures ou 7 heures, allait se produire et détestait le théâtre et ne voulait pas monter de pièces de théâtre. Donc, on voit bien que chaque metteur en scène a une histoire de son parcours, pour son parcours, ce qui est normal. Et ce parcours-là, vous voyez, là, la boucle est bouclée
Bob Wilson se joint à Brecht. Et si c'est un si grand spectacle, c'est parce que justement, il y a d'un côté l'univers de Wilson, mais aussi l'univers de la troupe d'acteurs cohérente et qui joue une œuvre d'art dramatique très forte. Voilà. Donc, tout d'un coup, il y a une synthèse nouvelle qui n'était pas du tout le cas du premier Bob Wilson. Voilà. Je dis ça parce que je me souviens un peu de l'esprit très amer, enfin assez un peu agressif, un peu inquiet de Bernard Dort à cette époque. Cet article l'avait bouleversé, parce qu'il sentait bien qu'il y avait un déni d'un certain type de théâtre qu'il défendait au profit de ce qu'il considérait comme un théâtre surréaliste qui ne pouvait plaire qu'à un vieil homme qui avait été lui-même surréaliste. Alors, sans rentrer dans la polémique, je pense que ce qu'il y a de très beau dans le on va peut-être faire juste une pause, on va passer 1 minute du regard du sourd. Voilà. Et alors, c'est intéressant de donner la critique de Gilles Sandier qui a détesté Bob Wilson, sauf le regard du sourd, qui après l'a attaqué, je crois injustement, mais très, très violemment, et qu'il trouvait trop un metteur en scène de coterie intellectuelle, de snob en quelque sorte, loin d'un théâtre populaire. Mais ça ne considère que, ce n'est que Gilles Sandier. Je ne pense pas que c'était le cas du public. Le public était très attentif à ce qui se passait là. Il comprenait la nouveauté. Alors voilà ce que dit Sandier de Bob Wilson, le regard du sourd. Bob Wilson a eu du génie une fois avec le regard du sourd. Jouant magistralement sur le pouvoir du silence et l'extrême ralenti des gestes, dans une époque de gesticulation, il parvenait dans ce défilé fantasmagorique d'images mobiles et oniriques, où Proust retrouvait Lewis Carroll, à imposer sur la scène l'arrière-monde secret de la réminiscence, retrouvant par le théâtre la démarche propre aux peintures surréalistes, où les objets semblent investis d'une nuit somnambulique. Il crée en effet un monde vierge, neuf, un monde enfant. Alors j'aime bien cette définition pour le regard du sourd, un monde enfant, on ne le dirait pas, à première vue on ne dirait pas cette expression, elle est très juste. On l'a vu d'ailleurs avec la grenouille qui saute ou avec le peu qu'on a vu. Un monde enfant, c'est-à-dire comme si on revenait à travers les yeux de cet enfant surmuet, comme si on revenait effectivement à quelque chose qui peut se rapprocher de Lewis Carroll, de la mémoire d'une enfance, quelque chose de perdu et que le théâtre permet de retrouver, permet de faire découvrir. En ce sens, c'est la force d'un théâtre qui abandonne l'art dramatique pour essayer d'évoquer des images inaccomplies. Alors, ce monde enfantin, ce qui est vrai, par exemple, c'est qu'on a remarqué que les quelques enfants qui ont pu assister à ces spectacles-là ne s'ennuyaient pas. Parce que les enfants, je parle des jeunes enfants, mais les enfants, finalement, accommodent leur attention à ce qu'ils veulent. Ils peuvent papillonner d'un endroit à l'autre, ils peuvent s'arrêter sur un détail très précis qui va les intéresser. Eux vont faire ce tri qu'on demande à l'adulte de faire, que moi j'étais incapable de faire, mais l'enfant peut très bien passer 4 heures, 5 heures, si ça lui plaît, comme des rêves, quoi, parce que son attention est toujours en éveil, d'une certaine manière. Ce qui n'est pas pour l'adulte, ce qui est plus difficile, sauf si on est prêt aux exercices zen, ou très détendus, et qu'on se laisse porter par le flux du spectacle. Alors, je vais essayer de revenir à ce que disait Aragon. La pièce qu'on jouait, mais était-ce une pièce? La jouait-on qui? Alors, était-ce une pièce? On a donné une jolie définition qui correspond bien au regard du sourd, un opéra silencieux. D'ailleurs, j'étais presque étonné d'entendre de la musique, parce que je croyais qu'il y avait très peu de musique dans ce spectacle. Et là, il faudrait revoir. Ce regard du sourd, donc, est une sorte de manifeste qui n'est précédé d'aucune préface, qui ne tient aucun discours, qui ne s'explique pas. Il arrive comme ça, comme un coup de canon dans l'univers théâtral. Tout se déploie en images.
Il écrit en dessinant, il pense avec ses yeux. Il lui dit « je pense avec mes yeux ». Je pense avec mes yeux. En effet, donc, lorsqu'il commence un travail théâtral, il a délimité le temps, et à partir de là, il essaie de construire un storyboard, ce qu'il appelle un livre visuel, un objet visuel, une narration visuelle. Il dessine ce qu'il voit, et il le situe à un tel endroit. Ensuite, il se donne un autre endroit. Ensuite, il revient au premier, mais on le voit d'un autre point de vue, ou on le voit à une autre heure du jour. Ensuite, il revient au deuxième endroit. Il y a des échos comme ça d'espace. Ce sont des échos spatiaux, mais à des heures différentes, ou dans des éclairages différents, ou sans des orientations différentes. Et d'une certaine manière, c'est un opéra par la structure spatiale autant que par la structure temporelle. Voilà. Il essaye de mêler ces deux structures du temps et de l'espace. Alors, ce n'est pas... c'est un théâtre surréaliste au sens où, comme Artaud, il se sépare du joug de la littérature. On l'a déjà dit. Je vous redonne l'expression d'Artaud. Le théâtre, art indépendant et autonome, se doit, pour ressusciter, ou simplement pour vivre, de bien marquer ce qui les différencie d'avec le texte, d'avec la parole pure, d'avec la littérature et tout autre moyen fixé et écrit. Là, rien n'est écrit, ou si vous voulez, tout est écrit, ce sont les images qui sont écrites. Bob Wilson trouve son langage à l'intérieur de la boîte optique du théâtre. Dans le regard du sourd, il délaisse la perspective du théâtre à l'italienne. Vous avez vu, c'était tout en un plat. Et il y a plusieurs plans. Alors il faut penser, c'est pour ça que c'est enfantin aussi, il faut penser à une lanterne magique. Et dans cette lanterne magique, tout en longueur, il y a des plans. Et chaque plan est un livre visuel, enfin je veux dire une narration visuelle. Chaque plan est une narration visuelle. Et donc vous ne savez pas si vous devez lire le sens, enfin lire ou suivre l'ensemble des plans, ou au contraire vous fixez sur un des plans, puisqu'il n'y a plus de perspective qui nous centre comme dans le théâtre à l'italienne. On est dans des aplats, et ces aplats sont superposés. Et cette superposition fait qu'on ne sait pas s'il y a une connotation générale ou bien s'il y a une indépendance entre les plans. C'est comme un cinéma où il y aurait plusieurs écrans, et on verrait plusieurs films différents sur plusieurs écrans parallèles. Donc on peut chacun se raconter un scénario différent, d'autant plus que une chaîne de mots a un sens, une chaîne d'images n'en a pas, ou en a autant qu'on veut. Donc c'est très difficile de se faire une idée de ce qu'on voit, on est simplement débordé par l'image. Ce qui passionne Wilson, c'est ce théâtre formel. Il le redit, je tiens à le redire, que pour moi, la structure passe avant le sujet. En fait, le sujet, il le cherche après. Une fois qu'il a fait sa structure, qu'il voit à peu près dans le temps et dans l'espace, après, il va mettre un sujet dedans. C'est comme un moteur, si vous voulez. Une fois que le moteur est construit, qu'est-ce qu'on met comme carburant dans son moteur? Donc, il va dire, on va mettre Staline, ou on va mettre Edison, ou on va mettre Einstein. Et à partir de là, il profite de ce qu'amène ce thème-là, c'est un thème de l'histoire, il se donne un point commun avec le public, un fond commun avec le public. Edison, le public américain connaît, c'est l'inventeur de la lampe électrique, c'est le centenaire de la lampe électrique, on va faire un spectacle sur Edison. Mais ça, c'est le prétexte. Ce qui compte, c'est qu'il a trouvé la structure, et ce qu'il sait, c'est qu'il veut parler de la lumière électrique. Voulant parler de la lumière électrique, ça lui va bien de parler d'Edison. Mais ce n'est pas parce qu'il a parlé d'Edison qu'il parle de lumière. Il veut faire des expérimentations sur la lumière, il veut faire des expérimentations sur le son, alors on prend Edison. On crée une structure, ça nous permet d'aller dans le laboratoire d'Edison, ça nous permet de faire construire une énorme ampoule électrique, ça nous permet d'agencer des structures visuelles ou temporelles, Edison étant le prétexte. L'histoire est un kaléidoscope. Il va nous faire passer aussi tous les personnages qui vont passer la reine Victoria, Staline, je ne sais pas, des tas d'autres. Il faut aussi prendre Einstein, dont je citais. Il n'a pas cessé de déployer un kaléidoscope
de personnages, de formes qu'il va prendre n'importe où dans la bibliothèque du monde, si vous voulez. Il va puiser, il va mélanger systématiquement, il va faire un syncrétisme systématique entre les costumes, les coutumes, les chants, la musique. Il ne cessera pas de faire du collage entre les divers univers sur lesquels il construit sa lanterne magique. Alors, il rejoint en ce sens les photos, montages de Man Ray ou d'autres, où effectivement on voit ces surréalistes qui créent en découpant des photos ou en découpant des dessins, qui créent des univers tout à fait dissemblables, et c'est un peu ce même procédé du collage-montage. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de dégager une structure et de dégager un espace très dépouillé dans lequel tout sera sculpture. Une chaise, c'est une sculpture, un acteur, c'est une sculpture, et le foisonnement se passe sur un aplat très pur, très purifié, un aplat de lumière. C'est un peintre en lumière, si vous voulez, Bob Wilson. C'est un peintre en lumière et c'est un sculpteur. Vous voyez, chorégraphe, chef d'orchestre, sculpteur dans l'espace, peintre en lumière. Voilà, c'était un petit peu ça, le personnage. Je vois que le temps passe. Je voudrais parler maintenant de l'autre metteur en scène que je ne voudrais pas sacrifier totalement. C'est François Tanguy. On peut peut-être passer quelques photos pendant que je parle de François Tanguy. Donc, le théâtre du Radeau. Ce qui me touche beaucoup dans ce théâtre-là, c'est qu'ils se mettent au pied d'une barricade. Ils se barricadent eux-mêmes dans un espace clos, une cabane en général, une baraque foraine. Et dans cette baraque, ils vont essayer de répondre à des questions qu'ils ne savent pas poser, qu'ils ne savent pas se poser. Ces 2-3 mois dont on a parlé, où ils lisaient, là, je vais vous parler du Chant du Bouc, c'est-à-dire une exploration dans les mythes grecs présocratiques, dans ce qui a préparé les oracles, ce qui a préparé la venue de la tragédie grecque, en gros. Non pas pour monter Échille ou Sophocle, mais tout ce qui a préparé avant. D'où vient cette tragédie, d'où elle vient, voilà. Pourquoi y a-t-il la tragédie dans le monde, voilà. Ces questions-là auxquelles on ne peut pas répondre, au fond. Il va essayer de s'interroger sur cela. Et ces comédiens vont rester bloqués dans la parole pendant 1 mois, 2 mois, à essayer de répondre, en lisant, en s'interrogeant, en rêvant, voilà. Mais ça ne donne rien, si ce n'est que ça nourrit quelque chose, mais ça ne donne rien. Et à partir de là, à partir de ces 2-3 mois presque à perte, alors il va faire une purge en disant ça ne va pas nous servir. Tout ce qu'on a appris ne va pas nous servir. Donc le contraire d'un esprit de rentabilité. Le contraire d'un esprit de on va réaliser un spectacle, on va faire un objet théâtral. Non, c'est pas ça. C'est on va s'embarquer ensemble dans un voyage d'exploration et on retrouve la formule que je vous avais donnée une autre fois, cette formule de Fellini. Le théâtre, le Fellini dit c'est le cinéma, le théâtre est un art de vivre qui tiendrait du voyage d'exploration. Là, c'est le voyage d'exploration à travers les mythes grecs, à travers le langage grec, à travers le langage allemand qui parle de la Grèce. Voilà, un voyage d'exploration, une partie de campagne entre amis. Alors là, c'est un petit peu la différence avec Bob Wilson. On sent bien que les jeunes choristes de Stravinsky ne sont pas les amis de Bob Wilson. Ce sont des numéros, ils servent un propos, c'est comme des instrumentistes. Un chef d'orchestre n'est pas obligé d'aimer ses musiciens, il ne les connaît pas quelquefois. Donc il travaille avec des instrumentistes, voilà, des numéros. Tandis que là, avec Tanguy, c'est une troupe même qui a coopté ce metteur en scène. C'est Laurence Chable qui avait réuni autour d'elle une bande de comédiens au Mans, et en 80, elle fait venir, 4 ans après la création, elle fait venir François Tanguy dans la troupe. Et c'est lui qui va être le créateur, enfin l'ordonnateur de cette recherche. Alors, dans cette baraque, ils sont comme au fond d'une mine. Et ils creusent pour essayer de sentir qu'est-ce que c'est qu'un être humain.
Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie sur Terre? Pourquoi tant de malheur? Voilà. Et ces mots-là ne sont pas dits dans un but de bienfaisance ou pour porter une bonne parole politique, pas du tout. C'est vraiment sur l'existence même de l'être humain. Leur auteur référence, c'est Kafka. Beckett, si vous voulez, mais Kafka. Kafka, voilà. C'est toutes les questions qu'a pu se poser Kafka à partir de ces rêveries, ils essaient de les faire eux-mêmes, mais sans passer par un texte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils brisent les textes, ils accumulent des détritus de textes. Je dirais comme ça, des extraits de textes. Voilà. Et certains vont servir à apparaître tout d'un coup, mais on ne joue pas le texte, c'est le texte qui vient malgré nous, qui vient dans la situation qui est trouvée, situation clownesque souvent. Les personnages sont grimés, vous les voyez comme ça, grimés, maquillés, comme des marionnettes, comme quelque chose qui tient encore une fois de la baraque foraine. Et cette baraque foraine va nous faire apparaître des gens qui apparaissent, disparaissent, des images qui apparaissent, disparaissent. C'est un peu l'inverse de Bob Wilson. Dans un cas, on a un peintre de lumière qui nous éclabousse de lumière et de prestige visuel, alors que là, on n'ose pas faire une image. On en fait, mais elles sont humbles et elles disparaissent assez vite. Et c'est plutôt des associations d'idées. On est en train de fouiller, je parlais d'une mine, et on est en train d'aller d'une galerie, puis une autre galerie, puis une autre galerie. Et ça se traduit aussi dans la scénographie. La scénographie, cette baraque ne cesse de s'ouvrir et de donner d'autres perspectives. Le plafond peut s'élever ou s'abaisser. Tout d'un coup, à droite ou à gauche, il y a une fenêtre qui apparaît. Il y a une porte qu'on n'avait pas vue qui s'ouvre. Il y a une rampe qui recule. Il y a le fond qui recule. Et tout d'un coup, ce qui était rectangulaire devient carré. Ou ce qui était ou bien parallélépipède, etc. Donc toutes les formes, on est dans une cabane fantomatique, une cabane fantôme, on parle de train fantôme, ça serait une cabane fantôme. Et effectivement, les personnages eux-mêmes sont des fantômes. Des fantômes qui ne représentent pas des vrais personnages, sont des figures de théâtre, des polichinelles, si vous voulez, des anges. C'est plutôt, il y a les gros moustachus, les polichinelles, et les anges, voilà, les anges qui viennent aussi, qui passent avec leurs plumes, voilà. Un univers un peu bizarre, de crèche, si vous voulez, un univers de crèche, pas du tout religieux, mais un univers un peu forain, de crèche, et qui laisse entendre la poésie, qui passe à travers des associations d'idées, des associations d'images. C'est difficile d'en parler, bien sûr, c'est comme de parler de Bob Wilson, hein, il faut le voir, mais c'est assez frappant comme ces deux poètes se répondent. Mais l'un c'est l'éloge de la lumière, et l'autre, c'est l'éloge de l'ombre, comme Tanizaki. Éloge de l'ombre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Tanguy cherche l'ombre de l'homme, cherche la ténèbre qui est dans l'homme. Alors que chez Bob Wilson, tout est un peu indifférent, tout est un peu égal. Une chaise égale un homme égale un arbre, puisque nous sommes dans un paysage sonore chez Bob Wilson, dans lequel les paysages sonores à la grandeur des États-Unis, paysages sonores dans lesquels les individus sont perdus et ne sont que des êtres à égalité avec la grenouille ou avec le cerf qui passait, enfin, je sais pas, tel animal, le cheval, je crois, qui était là. Voilà, homme, animal, paysage, tout se vaut. Et tout est indifférent d'une certaine manière. Alors que là, au contraire, on est pris par une recherche très émotionnelle. C'est le problème que j'ai avec Bob Wilson, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion parce qu'il y a une telle partition, tellement réglée, tellement planifiée, et il veut tellement que l'acteur, justement, ne fasse pas larmoyant, ne tombe pas dans tous les défauts du théâtre, faire rire à tout prix, faire pleurer à tout prix, cabotiner, etc. Il a tout à fait raison de le faire. Mais il va à l'extrême contraire, qui est que l'acteur, pour lui, est une sorte de surmarionnette. Exactement comme Craig appelait de ses voeux une surmarionnette, c'est-à-dire un acteur qui n'est pas livré à des accidents de représentation, mais un acteur qui arrive à se surpasser lui-même et à être impeccable d'un jour sur l'autre, ne montrant aucune émotion, provoquant une émotion, mais lui-même n'en donnant pas, n'en ressentant pas. Et personnellement, je trouve que le théâtre de Bob Wilson
est un peu sur papier glacé, un peu froid, enfin, il me semble. C'est l'impression que j'ai. Je n'ai pas vu beaucoup, je n'ai pas vu beaucoup, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Tandis que, au contraire, François Tanguy me tire les larmes des yeux par des images que je ne comprends pas. De même que je ne comprends pas celles de Bob Wilson. Mais pourquoi les unes que je ne comprends pas ne me touchent pas tellement et pourquoi les autres que je ne comprends pas plus me touchent énormément. Voilà. Alors là, on est devant un mystère. Parce que moi je crois que c'est parce que c'est, dans un cas, c'est planifié, produit, dans d'autres cas, c'est très artisanal. Il y a le tremblé de l'artisan, il y a le tremblé de la main de l'artisan. Il y a quelque chose qui a été bricolé, qui a été... par exemple, Bob Wilson fait des maquettes, il fait une série de maquettes. Au Théâtre du Radeau, il n'y a pas de maquette, puisqu'on ne peut pas savoir le rapport du corps avec l'espace, avec l'image qui va arriver, on ne sait pas. Donc si on fait une maquette, on ment. On ment puisqu'on est en avance sur le corps de l'acteur, sur ce qu'il veut vouloir dire. Donc il faut se mettre au contraire à l'unisson de cette recherche. Et se mettre à l'unisson de la recherche, ça veut dire ne pas trop prévoir. D'où ces répétitions interminables. D'où ces gens qu'on ne pousse pas à produire. Vous voyez, on a deux modes de théâtre. Et je ne suis pas en train de diminuer le génie de Wilson. Hein, ça serait très moche et très idiot de ma part, c'est pas ça. Mais j'ai quand même une préférence personnelle en tant que spectateur pour la partie bricolée, foraine, nomade, qu'il ne faut pas perdre. Si vous voulez, au fond, Wilson va dans le sens du monde tel qu'il est. C'est-à-dire beaucoup d'images, beaucoup de sons, beaucoup de musique, une profusion. Et d'une certaine manière, il anticipait cela. Il anticipait un monde où le visuel est devenu omniprésent. Et on a l'impression qu'au contraire, François Tanguy lutte contre ce monde-là. Il ne veut pas produire à tout prix, il ne veut pas faire de l'image à tout prix. Et il dit, on sait faire les images, c'est facile, mais il faut savoir pourquoi on les fait. Voilà. Et tout le débat est peut-être là. Tout le débat est peut-être là. C'est-à-dire que chez Tanguy, on a cette bouche d'ombre qui parle. Tout à l'heure, il y avait la bouche du sourd-muet qui parlait. Et là, d'où vient cette voix? Qu'essaie-t-elle de dire? Parce que souvent, ce qu'il y a de très beau, c'est que les personnages sortent de l'ombre et en même temps, on entend le texte qui arrive. Et on voit apparaître à la fois un texte et un homme ou une apparition. Donc, on n'est pas là devant des personnages qui nous disent un texte, on assiste à la naissance d'un homme, gros ou pas gros, ange ou pas ange, peu importe, enfin, marié ou pas marié, enfin voilà, il y a des figures très simples, foraines, on assiste à leur apparition et en même temps à l'apparition du texte. Mais d'une bribe de texte, très peu de texte, et ça disparaît. Et c'est la musique qui unifie, qui nous fait basculer, qui nous fait voyager et qui fait changer la boîte magique, la boîte optique magique du Théâtre du Radeau. Alors voilà, je crois que ce qu'on peut se souvenir, c'est un théâtre d'un côté sans plan, sans carte, un théâtre en rade, ce n'est pas un jeu de mots, un théâtre en radeau, mais ils ont choisi le mot radeau parce qu'il y a eu naufrage. Ils considèrent que finalement, le théâtre institutionnel, c'est un vrai naufrage au sens où nous produisons toujours finalement des spectacles, et j'en fais partie, je m'y mets, des spectacles dont nous pensons qu'ils vont marcher, qu'ils vont avoir du succès. Nous montons des pièces que nous connaissons, que nous aimons, que nous voulons monter, mais nous ne prenons pas des risques énormes. Et ça, c'est ça le naufrage de l'artiste. Alors que pour lui, François Tanguy, il faut se mettre dans un univers où beaucoup de choses ont sombré, et on est sur un radeau, et les comédiens sont sur un radeau à essayer, avec quelques débris de ce qu'ils ramassent, les accessoires viennent de chez Emmaüs, le décor se fait en planches de palissade, et ils bricolent comme ça, et encore une fois, on scie, on ouvre, on reconstruit, peu importe. Ce qui est important, c'est de sentir que c'est pour se poser des vraies questions, qu'on ne sait pas se poser avec des mots, mais qu'on sait se poser avec des bouts de bois, avec une scie, avec un costume, avec un gros nez, avec des lunettes et avec un gros ventre. Voilà. Et comment, bêtement, on arrive à faire de la philosophie, de l'intelligence, de la poésie, avec des moyens de pauvres. Voilà. Alors, est-ce qu'on va vers l'art du pauvre?
Est-ce qu'on va vers l'art du riche? C'est un peu ce qui nous différencie. Il y a deux manières de voir le théâtre. Ici, c'est radicalement différent. C'est la grande différence entre Tanguy et Bob Wilson. Bob Wilson, évidemment, travaille avec des fondations et est aidé par un mécénat, ce qui lui donne un travail épouvantable. C'est un homme, je ne sais pas comment il tient, parce qu'il produit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En plus, il a ouvert aux États-Unis une mission, enfin une sorte de phalanstère où des tas d'artistes viennent le retrouver, travailler l'été, donc il prépare ses spectacles l'été. C'est un homme qui ne cesse de travailler et d'essayer de tenir ce centre à force de moyens, et il met beaucoup d'argent lui-même dans ce centre. Bon, c'est un homme extraordinaire. Et en même temps, c'est riche, voilà. Et est-ce que le théâtre doit basculer nécessairement du côté de la richesse? Je ne le pense pas, parce que c'est dans un monde qui se déshumanise, je dirais que c'est le retour de l'artisan, le retour du bricolage, le retour du petit, ce qui n'empêche pas qu'on soit au contact de la métaphysique, qu'on soit au contact des grandes questions politiques. Et François Tanguy, vous le savez, était un de ceux qui avait fait avec Ariane Mouchkine une grève de la faim quand il y a eu la Bosnie, les guerres en Bosnie et en Yougoslavie. Il a été de ceux qui ont protesté, donc c'est vraiment quelqu'un qui essaie de témoigner de ce théâtre, non pas pour le simple plaisir de l'image surréaliste, mais pour au contraire s'interroger sur la pauvreté de l'homme face à un destin très, très, très cruel. Alors voilà, par exemple, je terminerai par là, pour conclure. Je vous ai fait beaucoup de lectures, hein, ne m'en veuillez pas, mais ça nourrit en même temps. Voilà comment il présente son spectacle. Eh bien, il le présente en donnant un texte de Kafka. Encore une fois, c'est leur auteur de référence, mais il parle de lui. Il parle de Louis François Tanguy. Il parle d'eux, le théâtre du radeau. Nocturne, enfoui dans la nuit. Être enfoui tout entier dans la nuit. Comme il arrive quelquefois qu'on enfouisse la tête pour réfléchir. Tout alentour, les hommes dorment. Oh, c'est une petite comédie qu'il se donne, une innocente illusion de penser qu'ils dorment dans des maisons, dans des lits solides, sous des toits solides, étendus ou blottis sur des matelas, dans des draps, sous des couvertures. En réalité, ils se sont retrouvés comme jadis, et comme plus tard, dans une contrée déserte, un camp en plein vent, un nombre d'hommes incommensurables, une armée, un peuple sous le ciel froid, sur la terre froide. Chacun s'est jeté sur le sol où il était, le front pressé sur le bras, le visage tourné vers la terre, respirant paisiblement. Et toi, tu veilles, tu es un des veilleurs. Tu découvres le prochain veilleur en agitant le tison enflammé que tu prends au tas de brindilles près de toi. Pourquoi veilles-tu? Il faut que quelqu'un veille, dit-on. Il faut quelqu'un. Merci beaucoup. Merci.